Alors, je vais Ouais. vous présenter le docteur Lozer, qui travaille actuellement comme chef de clinique adjoint à l'unité nerfs-muscles du service neurologie du CHUV depuis 1 an et demi. Il se spécialise actuellement dans la prise en charge des maladies neuromusculaires. Merci beaucoup. Voilà, merci pour l'introduction et merci beaucoup pour l'invitation à cette journée. Moi, je vais vous parler un peu plus spécifiquement des essais cliniques. Donc, après la belle introduction de Nadège tout à l'heure sur les aspects plutôt précliniques, je vais essayer de vous expliquer quelle est la structure d'un essai clinique, qu'est-ce que c'est qu'un essai clinique. Souvent, les gens qui songent à participer à un essai clinique ont pas mal de questions sur comment ça se passe, est-ce qu'on peut se retirer à tout moment, etc. Enfin, on va essayer de répondre à ces différentes questions. On va voir comment est-ce que vous pouvez participer à un essai clinique et puis je vais vous donner à la fin quelques informations utiles, quelques sites internet en particulier qui donnent des informations sur les études qui se font actuellement en Suisse et en France. Donc on va parcourir un petit peu tout ça. Ma présentation sera probablement assez courte, donc il y aura le temps pour les questions. Donc si vous voulez m'interrompre, n'hésitez pas, et sinon on prendra les questions tout à l'heure. Alors première chose, qu'est-ce qu'un essai clinique? Donc il y aura un petit peu de redondance avec la présentation d'avant, mais un essai clinique, c'est ce qui permet d'évaluer chez l'être humain un traitement potentiel. Donc ça peut être un médicament, ça peut être une mesure thérapeutique dans une certaine maladie. Donc le but, c'est de voir si ce traitement est efficace, première chose, et s'il est bien toléré, s'il a peu d'effets secondaires. Donc ça, c'est le principe d'un essai clinique. Tout médicament, mais vous l'avez déjà entendu tout à l'heure, tout nouveau traitement qui sera approuvé va dans tous les cas devoir passer par la case d'essai clinique avant d'être mis sur le marché. Et puis un essai clinique fait suite à des études précliniques, donc ça on en a discuté tout à l'heure, qui sont des études sur l'animal ou in vitro au niveau cellulaire. Je reprends juste, de nouveau ça a été déjà discuté un petit peu avant, mais la structure des essais cliniques. En général, la structure se fait en 3 phases. On va dire 4, mais disons il y a 3 phases principales avant que le traitement soit mis sur le marché. La première phase, c'est une étude de phase 1. Donc on va tester tout d'abord le nouveau médicament sur un petit groupe de volontaires sains. L'idée dans un essai de phase 1, c'est plutôt un essai de tolérance. Donc on va regarder est-ce que le médicament est bien toléré, est-ce qu'il y a des effets secondaires graves, inquiétants, on va uniquement s'intéresser à la tolérance. Ensuite, quand la phase 1 est terminée, on va passer à un essai clinique de phase 2. Là, c'est un essai clinique d'efficacité et de tolérance. On va tester ce nouveau médicament sur un groupe un petit peu plus grand de personnes qui ont la maladie cette fois. Donc là, on va de nouveau s'intéresser à la tolérance. Est-ce qu'il y a des effets secondaires qui n'auraient pas été décrits dans l'essai de phase 1, pardon. Et puis, on va commencer à regarder l'efficacité. On va regarder quelle est la dose potentielle efficace. Ensuite, on a un essai clinique de phase 3. Donc ça, c'est, on va dire, les essais les plus importants dans la recherche sur les médicaments. C'est là qu'on va tester l'effet de ce médicament sur un grand groupe de personnes qui ont la maladie. En général, les essais de phase 3, c'est des essais contre placebo ou contre le traitement standard, c'est-à-dire qu'on va comparer l'efficacité de ce nouveau traitement, soit à un placebo, donc à une pilule qui ne contient pas d'effet actif, soit au traitement qui est actuellement donné. Et puis, c'est qu'au terme de ces 3 phases, 1, 2 et 3, que le traitement va pouvoir être autorisé par les autorités de surveillance des médicaments en Suisse et Swissmedic à être mis sur le marché. Et puis, on a aussi des essais de phase 4, on a la surveillance, la pharmacovigilance. Donc, après qu'un médicament a été mis sur le marché, on va toujours continuer à s'intéresser à détecter d'éventuels effets secondaires qui n'ont pas été décrits dans les essais précédents. Donc ça, c'est la structure des essais cliniques qui se fait. Parfois, les phases peuvent être fusionnées. On peut avoir des essais de phase 1/2, 2/3, ça dépend un petit peu de quelle maladie. Voilà, maintenant je vous montre un petit peu plus en détail comment est structuré un essai clinique, en particulier un essai clinique de phase 3. Donc comme je vous ai dit avant, en général, on va tester ce nouveau traitement et on va le comparer à un placebo ou à un autre traitement qui est actuellement donné. Et puis, donc, les participants qui vont décider de participer à l'essai clinique, ils vont être séparés en 2 groupes. Donc, un groupe va recevoir le nouveau traitement, un groupe va recevoir le placebo, par exemple. Et ça, cette séparation, cette randomisation, elle se fait au hasard. Donc ça, c'est déjà un premier message. On ne peut pas choisir quel traitement on va recevoir. Vous pouvez peut-être recevoir le nouveau traitement, peut-être recevoir le placebo. Donc il faut toujours se dire que participer à un essai clinique, il n'y aura pas forcément de bénéfice personnel parce que peut-être que vous aurez le traitement placebo, donc il ne va pas marcher en théorie.
Donc il y a une randomisation au hasard, et puis cette randomisation, elle se fait généralement en aveugle. Ça veut dire que ni vous, en tant que participant, vous ne savez pas si vous recevez le placebo ou le traitement. Et puis parfois c'est même en double aveugle. Double aveugle, ça veut dire que le médecin investigateur de l'étude ne sait pas non plus si vous recevez ou non le placebo ou le traitement. Ça permet en fait d'éviter d'avoir des biais dans une étude, d'avoir une analyse fiable, une interprétation fiable des résultats. Alors je vous montre juste un exemple. Ça c'est une étude qui est sortie il y a quelques années sur un nouveau traitement pour la myasthénie. La myasthénie, c'est une maladie qui touche la jonction neuromusculaire. C'était ce traitement qui s'appelle l'Evergertigimod. Et donc, si on essaie de lire l'intitulé de l'étude, c'est une étude, un essai clinique de phase 3 randomisé contre placebo. Ça veut dire que les participants étaient séparés en deux groupes. Un groupe qui reçoit le placebo, un groupe qui reçoit le nouveau traitement. C'était un essai en double aveugle, donc ni les participants ni les médecins ne savaient qui recevait quoi. Voilà. Et puis, la structure de suivi d'un essai clinique, donc quand les participants sont séparés en ces deux groupes, il y aura ensuite le traitement qui sera administré, donc les gens vont recevoir le traitement à un certain intervalle, ça dépend du médicament, ça peut être des perfusions une fois par semaine, une fois par mois, enfin ça dépend vraiment. Donc traitement ou placebo, hein. Donc placebo, ça veut dire que vous recevez une perfusion en général de solution saline. Et puis il y aura un suivi ensuite qui va se faire. Donc ça dépend aussi des modalités de l'étude, mais on va par exemple vous faire des examens neurologiques réguliers en mesurant tel ou tel score clinique. On peut éventuellement vous faire des IRM musculaires pour voir l'état des muscles, des prises de sang pour voir les enzymes musculaires. Bon, ça va dépendre du design de l'étude, mais il y aura des évaluations régulières. Le but étant de voir si le traitement est efficace et plus efficace que le placebo, donc d'objectiver tout ça. Alors là, je vous montre de nouveau un exemple, donc c'est cette même étude avant l'essai clinique ADAPT sur ce nouveau traitement dans la myasthénie. C'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble le design d'une étude. Donc là, dans cette étude, c'était une phase de traitement de 26 semaines. Donc pendant 6 mois, les gens reçoivent soit le traitement, soit le placebo en intraveineux, avec une phase de traitement de 4 semaines. Donc une fois par semaine, vous recevez la perfusion. 5 semaines de pause, une fois par semaine, vous recevez de nouveau la perfusion pendant 1 mois, ainsi de suite jusqu'à 26 semaines. Et puis, pendant cette phase de traitement, vous avez des évaluations régulières. Donc, une fois par semaine, il faut venir au centre et il y a un examen neurologique assez complet avec des scores fonctionnels qui sont calculés, une prise de sang avec des mesures spécifiques. Donc ça, c'est pour vous montrer aussi que les essais cliniques sont quand même peuvent être assez contraignants. Ça nécessite quand même de venir régulièrement dans un centre de référence, dans un hôpital, de faire régulièrement des évaluations cliniques. Donc il y a une certaine contrainte à participer à un essai clinique, surtout thérapeutique. Et puis ces essais cliniques ne sont pas forcément faits dans n'importe quel hôpital, hein. Ça peut être dans un centre en Suisse allemande par exemple. Donc il faut toujours se dire qu'il y a il y a des trajets à faire et à en prendre en compte. Donc c'est une structure assez contraignante. Voilà, donc ça c'était pour vous décrire un petit peu à quoi ressemble un essai clinique. Maintenant, quelques mots juste sur l'encadrement. Donc vous imaginez bien, un essai clinique est très encadré par plusieurs lois, hein. L'idée c'est de protéger au maximum les gens qui participent à l'essai clinique. Donc on doit respecter toujours des lois internationales, la Convention européenne des droits de l'homme, la déclaration d'Helsinki de l'OMS. Il y a une loi suisse qui régule tout ça, c'est la loi relative à la recherche sur l'être humain. Donc ça garantit que les participants soient protégés. Et puis, tout essai clinique qui va se faire en Suisse, en tout cas des essais cliniques sur des nouveaux traitements, va être régulé par Swissmedic. Donc Swissmedic doit autoriser l'essai clinique. Et puis, on a une commission d'éthique cantonale qui va aussi autoriser l'essai. Donc il y a tout un encadrement assez complexe. Voilà, je vais essayer de répondre à ces quelques questions. Ça, c'est des questions que les gens se posent assez souvent sur un essai clinique. Alors, est-ce que la participation à un essai clinique est libre? Est-ce qu'on peut me forcer à participer à un essai clinique? Alors, je pense que vous imaginez la réponse. Non, on ne peut pas vous forcer. C'est une participation qui est complètement libre. Si on vous propose de participer à une étude, vous avez le droit de dire non. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Et puis, si vous êtes intéressé, on va vous donner toutes les informations nécessaires. Et c'est qu'après avoir reçu toutes les informations que vous allez pouvoir vous prononcer. Donc oui, la participation à une étude est libre.
Est-ce que vous pouvez vous retirer quand vous voulez d'un essai clinique? Donc, si vous décidez d'y participer, puis qu'au milieu de l'essai, vous êtes, voilà, vous avez plus envie parce que c'est trop contraignant. Alors oui, vous pouvez vous retirer quand vous voulez. Il n'y a pas besoin de se justifier. Donc, à tout moment, on peut se retirer d'un essai clinique. Est-ce que la participation à un essai clinique est gratuit? Oui, c'est gratuit. Tout est, enfin, les frais en tout cas, les traitements qui sont administrés, les examens qui sont effectués, que ce soit des IRM, des prises de sang, tout est pris en charge par l'essai, par l'étude. Il y a parfois la question des transports. Est-ce que les frais de transport sont pris en charge? Ça dépend un petit peu de l'essai clinique. Et puis, est-ce que les informations personnelles sont protégées? Oui, hein, toutes les informations personnelles sont anonymisées. Donc, si vous participez à un essai, il y aura bien sûr ni votre nom, ni votre prénom, ni vos coordonnées qui apparaîtront nulle part. Toutes les informations, elles sont codées. Voilà. Donc, nous, si vous êtes intéressé à participer à un essai clinique en particulier, ou si on vous le propose, on va donc vous donner toujours plusieurs informations sur le déroulement de l'étude. Ça, c'est généralement des informations qui sont présentes, enfin qui sont décrites dans une feuille d'information qu'on vous donne. Et puis, on essaie de répondre à chaque fois à ces différentes questions. Donc, quel est l'objectif de l'étude? Quel est le déroulement de l'étude pour les participants? À quel point ça va être contraignant? Quels sont les bénéfices? Ça, j'y reviens peut-être juste une minute, mais comme j'ai dit tout à l'heure, le bénéfice de participer à un essai clinique, pour la personne qui y participe, il n'est pas garanti, parce que peut-être que vous allez recevoir le placebo, donc peut-être que ça va rien vous apporter. Faut plutôt réfléchir en termes de bénéfices collectifs. Participer à un essai clinique, c'est pour faire avancer la recherche. Donc il n'y aura pas forcément de bénéfices pour vous-même. Voilà, quels sont les droits des participants, quels sont les risques de participer à l'étude, etc. Donc toutes ces informations sont contenues dans un formulaire. Je vous montre un exemple. Alors c'est très détaillé, mais ça c'est les formulaires qu'on utilise dans le service de neurologie du CHUV. Donc vous avez un résumé en fait de tous les différents points: objectifs, déroulement, est-ce que je peux me retirer, est-ce que je serai payé pour l'étude, etc. Donc ça c'est assez complet. Et vous avez toujours en bas du formulaire d'information un interlocuteur, donc une personne que vous pouvez contacter si vous avez des questions par exemple. Voilà. Ensuite, est-ce que, voilà, c'est bien joli, on est motivé à participer à un essai clinique, mais est-ce que je suis éligible à participer à cet essai? Ça dépend des critères de l'étude. On a des critères assez stricts d'inclusion et d'exclusion. Il faut avoir la bonne maladie, bien sûr, la bonne mutation génétique, si c'est une maladie génétique. Donc il y a toute une liste de critères, et ça c'est nous qui allons, en tant que médecins, qui allons regarder si vous respectez oui ou non ces critères. Mais c'est des critères très stricts pour garantir justement une bonne qualité de l'étude. Voilà, donc ça c'était un résumé sur la structure d'un essai clinique. Maintenant quelques mots, donc juste une slide, comment entrer dans un essai clinique. Donc en théorie, tout le monde peut participer à un essai clinique. Il y a des essais qui sont faits sur la population pédiatrique, d'autres sur la population adulte. Il faut juste que vous remplissiez les critères d'inclusion et d'exclusion. Il faut être prêt à s'engager dans un essai clinique. Donc, comme je vous ai montré, ça peut être parfois assez contraignant. Donc, il faut vraiment se questionner sur quelle est la nature de l'essai, à quelle fréquence je vais devoir aller faire des visites médicales, etc. Il faut se dire qu'il n'y aura pas forcément de bénéfice individuel de participer à cette étude. Et puis, il faut en discuter, il faut poser des questions à votre médecin, à votre neurologue. Et si vous êtes intéressé à entrer dans un essai clinique, nous, on va vous rediriger vers le centre investigateur qui participe à l'essai. Voilà. Et puis, pour terminer, je vous donne quelques sources d'informations qui sont assez intéressantes pour vous, qui vous donnent des informations sur les essais cliniques qui sont actuellement en cours. Alors, il y a on va dire plutôt les deux premiers sites qui sont intéressants. Le premier, c'est le site cofam.ch, celui qui est présent en haut. Ça, c'est le site le site officiel de la recherche suisse sur l'être humain. Je vous montre juste à quoi il ressemble. Donc, c'est un site internet qui, déjà, il y a quelques informations sur un essai clinique, donc c'est un petit peu ce que je vous ai expliqué maintenant. Et puis, sur ce site internet, il y a une base de données qui recense tous les essais cliniques qui sont faits actuellement en Suisse. Donc, il y a beaucoup de choses. On peut peut-être se perdre dans les différents essais cliniques, mais vous avez un moteur de recherche. Par exemple, là, j'avais tapé sclérose latérale amyotrophique. Vous pouvez mettre les études qui recrutent actuellement. Alors ça, c'est les beautés d'être dans un pays multilingue. Vous avez des résultats qui sont parfois que en allemand. Mais par exemple, là, vous avez eu un essai clinique en cours sur une forme génétique de sclérose latérale amyotrophique qui se fait à Saint-Gall. Donc c'est un registre assez complet de tout ce qui se fait, tout ce qui est en cours en Suisse. Donc ça, c'est le premier site qui est assez intéressant. Et puis,
Pardon, je vous fais un peu de pub pour un deuxième site qui n'est pas suisse, hein, mais qui est français, c'est le site AFM Téléthon. Ça, c'est un site vraiment excellent qui donne beaucoup d'informations. Je vous le montre ici. Alors, qui donne déjà d'une part beaucoup d'informations sur les maladies neuromusculaires en général. Donc vous avez des formulaires de résumé des différentes maladies neuromusculaires qui sont destinées aux patients, donc ils sont accessibles. Et puis vous avez aussi une liste à jour de tous les essais cliniques qui sont en cours, alors essentiellement qui se font en France. De toute façon, il y a assez peu d'essais cliniques qui se font actuellement en Suisse sur des nouveaux traitements, mais vous avez une liste à jour des différents essais cliniques dans les différentes maladies. Par exemple, là, pour la myasthénie, pour la maladie de Charcot-Marie-Tooth, pour les dystrophies de Steinert. Donc, c'est un site très complet puis qui est mis à jour régulièrement. Donc, ça, je vous le recommande. Donc, si vous êtes intéressé aux essais cliniques en cours, allez sur ce site. Et puis, je reviens juste en arrière, il y a aussi le troisième site que je vous ai mentionné là, clinicaltrials.gov. Ça, c'est le site international de tous les essais cliniques qui sont en cours. Donc, il est un petit peu difficile à utiliser, mais vous avez une base de données de tout ce qui se fait dans le monde. Et peut-être le plus important, si vous êtes intéressé ou si vous vous questionnez sur est-ce qu'il y a un essai clinique en cours dans ma maladie, posez la question à votre neurologue. En particulier si vous êtes suivi dans une consultation spécialisée maladie neuromusculaire, dans un hôpital universitaire. En général, on est censé être au courant des essais cliniques qui sont en cours. Voilà. Et je crois que j'en ai terminé. Merci pour votre attention et à disposition, on a pas mal de temps pour les questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Oui, merci. J'ai une question de mon côté. J'ai mis pas mal de temps pour trouver un équilibre médicamenteux. Mhm. Maintenant, si je veux adhérer à un essai clinique, le problème est de savoir est-ce qu'il y a une fenêtre thérapeutique? Est-ce que je dois évidemment, à mon sens, abandonner mes médications? Mhm. Et voilà, quelle garantie? On ne sait pas. Ouais. Et surtout, si ça ne fonctionne pas, est-ce qu'il y a un risque de dégénérescence pendant l'absence de l'équilibre passé? Bon, c'est une très bonne question, hein. Alors, j'ai pas de réponse claire parce que tout dépend de quel essai clinique, du design de l'étude. Donc, ça, généralement, c'est défini dans les critères de l'étude. Est-ce qu'il faut arrêter les traitements qui sont actuellement en cours ou pas? Est-ce que vous pouvez les continuer? Ça, tout dépend de la maladie, tout dépend de quelle étude. Mais c'est une bonne question que vous posez, hein, parce que c'est, comme on a dit tout à l'heure, participer à un essai clinique, peut-être que vous recevez le placebo, donc peut-être que vous ne recevez pas le traitement. Et s'il faut mettre en pause le traitement précédent qui était introduit. Donc c'est une réponse un petit peu... j'ai pas de réponse claire pour ça, mais ça n'empêche qu'il faut quand même s'intéresser aux essais cliniques et puis regarder, poser les questions. Mais c'est juste, hein. Oui, c'est pour ça que je parle de cette fenêtre thérapeutique, Mhm. parce que si j'arrête ma médication, j'ai de nouveau des problèmes. Mhm. Alors, on ne sait pas s'ils sont liés aux nouveaux produits qui me seraient, Néfaste. voilà, Mhm. ou si c'est les conséquences de l'arrêt. Ouais, ouais c'est des bonnes questions, mais j'ai pas vraiment de réponse. D'accord, Et puis, merci. parfois, dans certaines maladies, il faut que la maladie soit pas traitée. Donc, des fois, il y a des critères assez stricts. Donc, ouais, j'ai pas de réponse claire, mais ça peut être assez complexe, c'est juste. Ok, merci. Oui, mais j'avais juste une autre question par rapport au panel de personnes qui sont sous placebo. Vous dites que personne ne le sait pour pas fausser l'étude. Est-ce qu'à un moment donné, quand l'essai clinique est terminé, les personnes qui ont été sous placebo le savent? Oui, ils peuvent le savoir. Pendant l'essai clinique, ça, vous pouvez pas le savoir, donc ça, c'est sûr. Mais à la fin de l'essai, on peut parfois vous dire si vous avez été mis sous placebo ou pas. Ça peut se faire, oui. Si vous n'avez pas eu de résultats, que vous êtes malade, puis que finalement le médicament est mis sur le marché, c'est plutôt sympa de savoir qu'on était sous C'est placebo. juste. Donc, pendant l'étude, vous le savez pas, mais après, vous pouvez. Après. Mhm. Merci.
Et justement, à propos des personnes qui sont sous placebo, est-ce qu'il est arrivé qu'une personne a vu sa situation s'améliorer alors qu'elle était justement avec l'essai clinique placebo? Oui, d'où le nom placebo, justement. Donc, on a des gens qui peuvent s'améliorer sous un traitement qui n'a aucune molécule active. Donc, il y a un effet placebo, il y a toujours un effet psychologique des médicaments. Et on sait que l'effet placebo, il peut agir sur la maladie. Donc, oui, oui, c'est possible. Ce qui rend les choses plus compliquées. Et d'où l'importance justement de ne pas dire aux participants quel traitement ils reçoivent, parce que si les gens sont persuadés de recevoir un traitement efficace, ben ça va activer l'effet placebo et puis ça va entraîner une certaine efficacité. Donc c'est un effet assez complexe. Moi, j'avais une question sur la phase 4 de l'essai clinique. Vous avez parlé de la pharmacologie. Pharmacovigilance, oui. Voilà, et j'aurais aimé savoir s'il y avait une durée, un délai, ou combien d'années ça allait durer cette Non, il n'y a pas de durée claire, mais c'est toujours quelque chose qui se fait. Donc, dès que le médicament est commercialisé, après, on va faire des études, on appelle ça de vie réelle, de real world, c'est-à-dire qu'on va prendre des cohortes de patients qui sont traités par ce médicament qui est approuvé. Mais il n'y a pas de durée exacte, tout dépend un petit peu de ce qu'on décide de faire. Plus on fait une durée d'études longue, bien sûr, plus ce sera intéressant, hein, parce qu'on aura des données sur le long terme. Mais après, il faut être prêt à vouloir faire une longue étude qui sera coûteuse en temps, en personnel, etc. Mais il n'y a pas de durée exacte, ça dépend un petit peu. J'avais une autre question sur l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup maintenant aussi dans le domaine de la médecine. Et dans l'exposé qu'on avait auparavant, en fait, on cherche aussi des personnes qui sont capables d'analyser toutes les statistiques, toutes ces données. Je voulais savoir aussi si dans le domaine de l'essai clinique, on utilisait l'intelligence artificielle pour quelque part gagner du temps, faire une synthèse de tout ça. Bon, c'est une bonne question. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir vraiment la réponse. On utilise l'intelligence artificielle de plus en plus en médecine pour aider à analyser des images d'IRM, par exemple, d'imagerie, etc. On voit qu'il y a des intelligences artificielles qui sont autant performantes qu'un radiologue, par exemple, pour lire une imagerie. Donc, ça peut se faire. Hein. Si on imagine, par exemple, une maladie musculaire, on teste un nouveau traitement, puis on essaie de voir si le médicament est efficace en faisant des IRM musculaires. Donc, on fait des IRM des muscles tous les ans. Et puis là, sans intelligence artificielle, donc on devrait se baser sur un radiologue qui va lire l'IRM chaque année, puis qui va détecter les petits changements que vous avez sur les IRM de suivi. Ben là, on peut bien s'imaginer que l'intelligence artificielle peut beaucoup aider parce que ça permet d'accélérer l'analyse. Je pense qu'il faut faire attention. On ne va pas se baser que sur l'intelligence artificielle parce qu'il y a besoin d'un regard humain, bien sûr, mais l'IA, ça peut aider vraiment je pense, à optimiser puis à gagner du temps. Donc ça se fait dans certaines études. Maintenant, est-ce que ça se fait vraiment dans l'analyse des données? Je ne saurais pas répondre en particulier, mais ça peut se faire pour optimiser, oui. Merci. Monsieur. Oui, vous avez donc mis qu'il y a 3 phases. Et en général, quelle est la durée? Bien sûr, ça dépend de l'essai, mais en moyenne, entre le départ et l'arrivée de la phase 3, c'est 4, 5, 10 ans? Entre la phase 1 et la phase 3? Où c'est difficile parce que déjà, les études de phase 3, c'est des études de plusieurs années. Hein. Ça peut être, alors ça dépend de nouveau du design de l'étude. Si on s'imagine par exemple les maladies génétiques neuromusculaires, c'est des maladies qui vont évoluer très lentement, où on a une évolution de la maladie sur des années et des années. Donc là, sur une maladie génétique neuromusculaire, on va faire un essai de phase 3 qui va durer 4 à 5 ans par exemple. Et ça, c'est juste pour l'essai de phase 3. Donc après, si on rajoute les autres phases, je pense qu'on peut assez vite arriver à des dizaines d'années. Pour d'autres maladies neuromusculaires, par exemple la myasthénie, c'est une maladie auto-immunitaire, là, on peut faire des essais de phase 3 sur une année. Parce que c'est des maladies qui vont s'améliorer assez vite sous traitement. Donc là, on aura une fenêtre beaucoup plus courte. Donc ça dépend de la maladie, mais en particulier pour les maladies génétiques, ça va être très long, ouais. Plutôt, je pense, des dizaines d'années. Ouais.
Oui, j'avais encore juste une question. Comme j'accompagne mon mari de temps en temps chez les neurologues qu'il consulte, je pose tout le temps naïvement comme ça la question, alors la recherche, on en est où, les médicaments, etc. Et la réponse on me renvoie tout le temps, c'est « oulala, c'est très long ». Alors ça, j'ai bien compris. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Et nous n'avons pas suffisamment de cas cliniques. Alors, je vous pose cette question parce que moi, personnellement, je la comprends pas. Qu'on n'a pas assez de patients pour faire de la On me recherche, c'est dit, ça? il n'y a pas suffisamment de cas cliniques. En gros, il n'y a pas assez de malades comme votre mari pour déclencher une étude sur sa maladie. Voilà, le diagnostic n'a pas été encore tout à fait posé. Et moi, ça m'interroge cette réponse parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a énormément de gens atteints de ce type de maladie un peu partout. Et voilà Ouais, ma question. Bon, c'est une bonne remarque. Alors c'est vrai que la difficulté dans les maladies neuromusculaires, c'est que la plupart, ce sont des maladies rares. Si on prend les maladies génétiques, hein, c'est des maladies... la définition d'une maladie rare, c'est moins d'une personne sur 2000. Donc, c'est des maladies rares en soi. Donc, il y a peu de personnes qui ont cette maladie en Suisse, même s'il y en a quand même quelques centaines peut-être. Et c'est clair que pour faire des essais cliniques de qualité sur ces maladies neuromusculaires, on essaie d'avoir beaucoup de patients. Hein. Pour pouvoir montrer qu'un médicament est efficace, il faut quand même un certain nombre de patients. Alors, en Suisse, c'est vrai qu'on est un petit pays. Donc, je vais en parler après dans la deuxième présentation, mais sur les maladies génétiques neuromusculaires, par exemple, il y a à ma connaissance, en tout cas, maladies adultes, il n'y a aucun essai clinique qui est fait en Suisse actuellement. Tout est fait en Europe, en France, aux États-Unis. Mais on est un petit pays avec des petits centres universitaires, avec quand même assez peu de personnes qui ont la maladie. Donc, c'est vrai qu'en Suisse, par exemple, c'est assez difficile de faire des essais cliniques de qualité. C'est pour ça que c'est fait plutôt dans les autres pays. Donc, je pense pas qu'on manque de personnes qui ont la maladie. C'est juste que c'est des maladies rares. C'est des essais cliniques qui, vu que la maladie est rare, doivent se faire dans plusieurs centres, plusieurs pays en parallèle. Donc, c'est des gros financements, c'est des grosses études, donc c'est assez complexe. Mais par exemple, en Suisse, on a assez peu de recherches sur les maladies génétiques neuromusculaires, par exemple. Et c'est clinique thérapeutique, en tout cas. Merci. J'ai une question là. Oui, j'ai deux questions en fait. La première, c'est, on voit qu'il y a un accompagnement médical dans ces phases 2, phase 3. Est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique? Parce que je peux imaginer que c'est pas sans conséquences physiques bien sûr, mais psychologiques de participer à ce type d'études. Bonne question. Alors, je pense de manière générale, pas forcément. Je pense pas qu'il y ait d'accompagnement psychologique. Ça va dépendre peut-être du design de l'étude, hein, mais de manière générale, je pense plutôt pas. En général, c'est plutôt une évaluation médicale, infirmière, un suivi assez rapproché, mais psychologique en particulier, je pense pas. Okay. C'est une bonne remarque. Ouais. Merci. Et puis, en tant que volontaire sain, est-ce qu'on peut, comment ça marche déjà? Est-ce que moi je peux venir en disant voilà, je suis volontaire sain et je veux travailler seulement sur les maladies neuromusculaires? Ah, c'est une bonne question. C'est vrai que moi, en tant que médecin, on participe qu'aux essais cliniques de phase 3, donc sur les malades. Donc, je connais un petit peu moins le processus de sélection pour les études de phase 1, donc les volontaires sains. En théorie, n'importe quelle personne volontaire sain peut y participer. De nouveau, hein, il y aura des critères, par contre, assez stricts d'inclusion et d'exclusion. Mais en théorie, n'importe qui peut participer. Il faut juste réussir à trouver l'information sur l'essai clinique en cours, d'où les différents sites Internet. COFAM, par exemple, pour les études qui se font en Suisse. Ok, mais je peux dire je veux travailler, me porter volontaire que pour les maladies neuromusculaires. Oui, alors après, il faut plutôt identifier les études en particulier, c'est ça. Vous ne pouvez pas vous inscrire sur une base de données, ça, à ma connaissance, je ne pense pas que ça existe, sauf si je me trompe. Mais... Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a juste le monsieur derrière et je reviens. Est-ce qu'il y a un essai clinique au niveau mondial? Est-ce qu'il y a un échange entre les États? Est-ce qu'il y a des essais qui se font dans plusieurs pays du monde en parallèle, vous dites? Il y a un échange plutôt entre les États pour ces études.
Alors, il y a beaucoup des essais cliniques dans les maladies neuromusculaires, c'est des essais internationaux. Ça veut dire que c'est des essais qui se font en parallèle dans plusieurs pays. Par exemple, l'essai que je vous ai juste mentionné rapidement là sur la myasthénie, c'était 15 pays qui participaient. Donc, c'était les États-Unis, c'était plusieurs pays d'Europe, le Japon. Donc, dans ces maladies rares, la plupart des essais cliniques, c'est international. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une collaboration entre plusieurs pays, plusieurs centres. Dans cette étude, il y avait 50 ou 60 centres différents qui participaient en parallèle. Donc, oui, ça se fait. Ouais. Merci. C'est une question un peu finale. Par rapport aux adresses que vous avez montrées, est-ce que vous êtes d'accord de les donner à la SRIM pour pouvoir les communiquer aux membres? Aucun souci, oui. Merci. Ouais. Je pense surtout les deux premières, ou s'il faut en retenir une, c'est l'AFM Téléthon. C'est vraiment une adresse excellente, non pas que pour les essais cliniques, mais aussi pour... il y a des résumés très complets sur les maladies neuromusculaires. D'accord, oui, Retenez les deux premières. Merci. Merci bien. Oui, merci. Alors moi, c'est aussi pour un témoignage plutôt qu'une question. Donc, vous posez la question de participer à des essais cliniques. Donc, moi, j'avais été avec ma fille, j'étais il y a 5 ans à peu près. On avait été pour faire la sélection pour un essai clinique à Paris. Alors oui, il faut se déplacer à Paris. Oui. Mais enfin, ça reste possible pour des Suisses. Alors finalement, elle n'est pas rentrée dans les critères, donc on n'a pas pu aller plus loin. Mais on était comme quelques fois sur place. Donc, voilà, si on est prêt et motivé, c'est quand même possible de participer. Il faut être prêt justement à s'engager. Comme je dis, en Suisse, malheureusement, il y a assez peu d'essais cliniques thérapeutiques qui sont faits. Donc, la France participe énormément, Paris en particulier, la Pitié-Salpêtrière. Donc oui, il faut être prêt à s'engager, prêt à faire les trajets. Et puis, on avait quand même l'hôtel et le trajet remboursés. Ouais. Ça reste... Ouais. Oui, donc les frais étaient pris en charge.